Donc vous avez les labels internationaux et vous avez aussi des cadres nationaux, des référentiels ou des labels donc qui émergent de plus en plus. Euh, on retrouve en fait 8 standards nationaux développés dans les années 2010, donc là sur les 10 dernières années. Et depuis 2015, on en a 5 qui ont été développés, dont le label bas carbone français. Il y a clairement de plus en plus de méthodologies. Donc, encore une fois, vous avez le référentiel, le label, qui est vraiment le chapeau de ce cadre de certification. À l'intérieur de ce label, vous développez des méthodologies qui donnent lieu au projet. D'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, la quasi-totalité des, des labels de compensation locaux vont porter sur l'usage des terres qui sont très peu couverts soit par des ETS, soit par des taxes. Et donc finalement, on voit bien que le système de crediting, c'était la question d'hier, hein, le système de crediting vient en complément et vient vraiment jouer son rôle euh, d'associer à la taxe et à l'ETS pour couvrir des secteurs qui ne sont pas du tout adressés par l'ETS ou la taxe, et notamment l'usage des terres, donc la gestion de la forêt, l'agriculture et puis les écosystèmes naturels côtiers, type mangrove ou tourbière ou des choses comme ça. A fortiori, quand on commence à parler de neutralité carbone et de puits de carbone, on voit que le système de crediting peut vraiment jouer ce rôle-là de dynamiseur, d'augmentation des puits de carbone et donc de système de séquestration carbone. Mais encore une fois, c'est juste une observation. Il est tout à fait possible de développer, et c'est même conseillé, de développer des méthodologies d'efficacité énergétique, c'est-à-dire sur la consommation d'énergie, et puis sur d'autres sujets que sont les émissions de méthane, les émissions de protoxyde d'azote liées aux engrais, aux intrants chimiques. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des défis à relever pour les mécanismes de certification carbone locaux, nationaux. Alors la première des choses, c'est le MRV en fait. Quand on développe un cadre national de certification, il faut se préparer à ce que ce soit des petits projets euh, qui viennent, qui viendront être labellisés. Et donc, il faut absolument veiller à réduire les coûts de certification. Je peux vous dire, pour avoir participé aux toutes premières discussions avec le ministère français en vue de développer le label bas carbone, qui est le référentiel français de certification, que l'objectif du départ, c'était de réduire les coûts. Ce que vous voulez avec un mécanisme de crediting, c'est générer des crédits absolument, développer des projets pour que la machine se mette en marche. Donc effectivement, il faut limiter l'incertitude en mettant des rabais, c'est-à-dire en disant si vous ne pouvez pas, mais que vous vérifiez tous les 3 ans, vous n'aurez que 80% des réductions d'émissions. Voilà, vous avez en fait des solutions qui vont faciliter le développement de projets, des options de certification de groupe, diversifier les auditeurs, etc. Donc, il faut simplifier les processus d'accès au financement carbone. Si, dans le cadre de la gestion des terres et de l'agriculture, il faut clairement tenir compte du fait que c'est du carbone vivant et qu'il y a des incertitudes, notamment des difficultés aussi à mesurer précisément, et aussi prendre en compte le fait qu'il y a des risques de non-permanence, c'est-à-dire de durabilité du carbone stocké. Souvenez-vous du schéma hier de cette temporalité du carbone dans les systèmes agricoles et la végétation, etc. Donc ça doit être pris en compte. Il faut absolument, et je pense, a fortiori dans des pays émergents, il faut valoriser à tout prix les bénéfices, les co-bénéfices.
c'est-à-dire les impacts en termes de développement durable de ces projets. Je pense que c'est un vrai avantage des systèmes de crediting en complément, là encore une fois, des ETS et de la taxe, c'est que les projets sont visibles, ils sont tangibles, ils existent à côté de chez vous, à côté de la population, euh, et ils changent la vie des populations au quotidien. Ils vont vous permettre d'augmenter des rendements agricoles. Ils vont vous permettre de faire revenir une biodiversité dans une zone où la biodiversité était dégradée. Ils vont vous permettre d'améliorer la qualité de l'air dans votre cuisine. Ils vont permettre à des enfants d'aller à l'école dans des conditions qui sont, je parlais de l'Afghanistan quand il fait trop froid, mais ça peut très bien être quand il fait trop chaud aussi. Donc je veux dire, en termes d'impact et de visibilité, les systèmes de crediting sont vraiment ont un vrai avantage. Et du coup, c'est encore une fois, on parle moins du prix du carbone et c'est pour ça qu'on parle d'une valeur du carbone sur ces aspects de certification carbone. Mais pour ça, il faut valoriser l'éco-bénéfice et il faut chercher à les mesurer. Voilà. On a une difficulté clairement en France, c'est la valorisation, la promotion des labels existants, c'est-à-dire que il y a plein de porteurs de projets sur un territoire, national, hein, je parle dans un pays, qui pourraient accéder au financement carbone, mais qui n'ont pas accès à l'information de l'existence de ce label. Et donc, il y a un système de promotion qui doit être clairement... soit c'est le gouvernement qui fait la promotion de ce label, soit, dans votre cas, par exemple, c'est l'ANME qui, à mon avis, serait la mieux placée pour faire la promotion d'un label de compensation pour dire vous avez la possibilité de labelliser votre projet, ce qui va vous permettre de générer des crédits. Et je ne l'ai pas mentionné ici parmi les défis, hein, mais on peut largement rajouter dans les défis la vente des crédits carbone, puisque sans vente des crédits carbone, vous n'avez pas l'argent pour financer votre projet. Euh, et enfin, dernier point, effectivement, pour ceux qui vont acheter des crédits carbone, je pense qu'il y a besoin aussi d'un accompagnement en termes de revendication des tonnes de CO2. Et puis, il faut absolument une adéquation entre la gestion de l'inventaire national et ces réductions d'émissions. Donc là, c'est vraiment un jeu de coordination des systèmes MRV à l'échelle nationale et avec ces projets-là. Alors, un exemple, c'est le référentiel bas carbone français, qui est vraiment tout récent, hein, qui a moins d'un an. Ouais, donc même il doit avoir un an. Et donc c'est vraiment au même titre que le label onusien ou le Gold Standard ou des choses comme ça. C'est un référentiel qui fixe un cadre pour mesurer, quantifier et donc certifier des réductions d'émissions, des unités de réduction d'émissions qui ensuite pourront être monétisées en étant vendues à des acheteurs que sont la plupart du temps à 95% des entreprises. Donc il y a bien des méthodes sectorielles. Les secteurs qui sont couverts sont ceux qui ne sont, qui ne sont pas couverts par le marché carbone européen. Donc voilà à peu près tout sauf la production d'énergie. Ça, comme je vous l'ai dit, hein, ça a beaucoup porté sur le secteur des terres, forêt, agriculture, etc. On a une période d'accréditation de 5 ans, sauf pour la forêt où effectivement bah, c'est beaucoup plus que ça. C'est 30 ans pour la forêt. Et c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est vraiment le référentiel, la composition du référentiel. Donc vous voyez que vous devez définir le périmètre, la nature des réductions d'émissions, les critères d'éligibilité dont on a parlé, comment définir le scénario de référence, savoir s'il y a un rabais
éventuelle, encore, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, vous n'aurez pas 100% des crédits carbone, mais un peu moins, en fonction de l'incertitude sur la mesure des émissions ou sur, par exemple, la non-permanence du carbone. La démonstration de l'additionnalité qui est clé. Comment vous allez évaluer les réductions d'émissions? Donc ça, c'est vraiment pour le coup le suivi, le monitoring. Les paramètres à suivre, ça c'est normal. La période d'accréditation, la garantie sur la réalité des réductions, voilà, ça, pas de problème. Et puis les co-bénéfices aussi, qui font partie du référent. Donc là, aujourd'hui, on a, voici les méthodologies qui ont été validées ou qui sont en projet. Donc sur la forêt, on en a 3. Sur l'élevage, on en a une. On en a qui arrivent sur l'agriculture, les grandes cultures, l'arboriculture. On a un territoire donc en Guyane où il va y avoir de la mangrove. On a un sujet de rénovation des bâtiments, un sujet de réduction donc du méthane entérique des bovins, ce que je vous disais, donc la réduction des éructations des bovins, un sujet des matériaux bas carbone dans les bâtiments, un sujet sur la méthanisation, et puis un sujet sur le réemploi. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'une fois que les méthodologies sont approuvées par l'autorité, je dirais, tout type d'acteur peut les utiliser et s'en inspirer. C'est comme ça que le Gold Standard et le VCS se sont développés, c'est qu'ils se sont inspirés des méthodologies de l'ONU. Donc, si demain, la Tunisie doit développer son propre cadre, son propre référentiel de certification carbone nationale, elle pourra très bien venir s'appuyer sur des labels existants. Clairement, le label bas carbone s'est inspiré, si vous regardez ça là, ça s'est inspiré de toute façon des référentiels onusiens, Gold Standard. C'est, je dirais, la composition classique d'un référentiel et de méthodologie bas carbone.